Bonsoir tout le monde. Alors, on va laisser un peu de temps aux gens de commencer à se joindre à nous. Bienvenue à notre rendez-vous presque hebdomadaire, hein, des mardis où on jase un peu politique, puis je réponds à vos questions. Aujourd'hui, je voulais vous jaser parce qu'à toutes les semaines, on parle de différents sujets, hein. Ceux qui l'ont manqué d'ailleurs, la semaine passée, on a jasé santé, ça a été fort intéressant. Cette semaine, je vais vous parler de transport, de ressources naturelles et d'environnement. Puis à toutes les semaines, je vais parler de différents sujets. Évidemment, je ne suis pas en train de vous révéler un programme politique pour la prochaine élection. Je ne suis pas en train de vous annoncer une plateforme électorale. Vous comprenez que les militants, tout le monde va avoir son mot à dire là-dedans, puis on va faire ça ensemble si je suis élu chef le 17 avril prochain. Mais je veux quand même donner des lignes directrices de où je loge pour que vous sachiez exactement pour qui vous votez ou pour qui vous ne votez pas dans cette course à la direction du Parti conservateur. Vous pouvez encore devenir membre, là, ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore eu la chance de prendre leur carte de membre. Il n'est pas encore trop tard, vous avez encore un mois pour le faire, donc dépêchez-vous. Mais avant de commencer à parler vraiment du sujet que je veux aborder ce soir, euh, je veux vous parler de sondages parce que je vous avais dit qu'on ferait des sondages puis on essaierait de voir un peu où logent les Québécois, où est l'électorat québécois présentement. Puis on a fait des sondages au cours des derniers jours, en fait, cette semaine, là, en début de semaine, hier puis avant-hier, on a commencé à faire un petit sondage. On a fait des sondages dans la région de Québec, dans 3 circonscriptions en particulier. Puis je veux vous donner ce soir les résultats. Je vais être très transparent. Vous allez voir que ce n'est pas parce que les résultats nécessairement nous avantagent, mais je pense que c'est important que vous le sachiez parce que ces sondages-là, on les a payés avec l'argent que vous nous avez donné pour la campagne. On veut savoir, grosso modo, d'où on part pour savoir où on s'en va. Et c'est assez encourageant. On a choisi évidemment 3 circonscriptions dans la région de Québec parce que c'est d'ici qu'on part, hein. Moi, je vais être candidat dans la région de Québec. Les racines un peu plus à droite au Québec sont à Québec et quand il y a un mouvement qui part politiquement de droite, ça part de la capitale nationale. Donc, il faut qu'on sache comment est le terreau actuellement dans notre charmante capitale nationale. Fait qu'on a ciblé 3 circonscriptions, 2 sur la rive nord de Québec, donc dans la ville de Québec et la banlieue ouest, et aussi sur la rive sud de Québec, une circonscription sur la rive sud. Et je vais commencer. Donc, c'est les 3 circonscriptions. C'est Port-Neuf, qui est un peu donc à l'ouest de Québec, Chauveau, qui est une circonscription à l'intérieur de la ville de Québec, et Chute de la Chaudière, qui se trouve à être sur la rive sud de Québec, le charnier après la tête des ponts, là, pour ceux qui connaissent un peu plus la région. Les résultats donnent ceci. Dans la région de Port-Neuf, on a rejoint, il y a 814 personnes qui ont répondu à notre sondage. Il y a 17,2 des gens qui ont dit qu'ils étaient indécis. Mais parmi les électeurs décidés, les résultats sont les suivants. Parti libéral du Québec, 6,53 Parti conservateur du Québec, 13,95 Coalition Avenir Québec, 70,33 Parti québécois, 5,64 et finalement, Québec solidaire, 3,56 Donc, on voit que la CAQ est très en avance. On est deuxième, ça c'est la bonne nouvelle. Non seulement on est deuxième, on est bon deuxième. On a plus d'appui que le Parti libéral et le Parti québécois réunis. Donc, c'est quand même, on est clairement à l'opposition, mais il faut le dire, il y a une très, très forte avance présentement de la coalition Avenir Québec dans cette circonscription-là. Vous allez voir à peu près, les 3 circonscriptions se ressemblent beaucoup à cet égard-là. L'autre comté, c'est Chute de la Chaudière, donc sur la rive sud de Québec. 916 répondants cette fois-là, 12,34 d'indécis, donc un peu moins d'indécis. Et les résultats sont les suivants. Parti libéral, 7,22 Parti conservateur du Québec, 14,82 Coalition Avenir Québec, 68,99 Parti québécois, 6,48 Québec solidaire, 2,49 Donc, encore là, c'est un peu la même tendance. La Coalition Avenir Québec jouit d'une confortable avance, mais on est très clairement les deuxièmes. Et encore une fois, on a plus d'appui que le Parti québécois et le Parti libéral réunis. Puis Québec solidaire ferme la marche là, dans les 3 circonscriptions sans grande surprise.
Finalement, la circonscription de Chauveau, il y a eu 853 répondants dans cette circonscription-là. Il y en a 15,47 qui ont été des indécis. Mais parmi les gens décidés, les résultats sont les suivants. Parti libéral du Québec, 6,52 Parti conservateur du Québec, 14,01 Coalition Avenir Québec, 69,76 Parti québécois, 5,55 et Québec solidaire qui ferme encore la marche avec 4,16 Donc, encore une fois, dans les trois circonscriptions, grosso modo, là, c'est la même tendance, c'est-à-dire que la CAQ semble jouir d'une confortable avance. On est clairement deuxième, puis dans les trois circonscriptions, c'est le même phénomène. On a plus d'appui que le Parti québécois et le Parti libéral réunis. Donc, on peut dire à partir de ce soir que clairement, dans la région de Québec, à tout le moins, la véritable opposition, c'est nous, pas juste parce qu'on a des idées différentes de la CAQ, contrairement aux trois autres partis à l'Assemblée nationale, mais aussi parce que dans les intentions de vote, on a plus d'appui que les deux vieux partis réunis. Donc, ça vous donne une idée là, d'où on part. Où on se trouve présentement. Puis je veux vous dire qu'il y a un biais méthodologique dans ce sondage-là, dans le sens où c'est beaucoup des sondages qui sont faits par des lignes téléphoniques fixes. Très peu de cellulaires, 2-3 de cellulaires. Évidemment, je ne connais pas beaucoup de gens en bas de 50 ans qui ont encore des lignes fixes ou encore des téléphones à roulettes. Là. Donc, c'est sûr que c'est une population plus âgée, mais on sait que ces gens-là votent plus, donc il faut les prendre en considération au niveau des sondages aussi. Et donc, mais il y a quand même un biais. Là. Le sondage me disait probablement que vous êtes plus à 20 qu'à 15, là, mais c'est pas grave. On va prendre les chiffres qu'on a réels, là, puis on va être très transparent. Puis c'est pas nécessairement des chiffres qui nous avantagent à ce point-là, mais quand même, c'est déjà un signe encourageant. Puis ça démontre qu'on a fait bouger l'horloge. Et l'autre truc qu'il faut savoir, c'est qu'on est probablement le parti des 5 de loin qui a un plus fort potentiel de croissance. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins la moitié des gens dans ceux qui ont été sondés, soit qui ne savent pas que le Parti conservateur du Québec existe, ou qui ne savent pas que je me présente à la chefferie du parti ou qui ne me connaissent pas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens pour qui on n'est pas une alternative parce qu'ils ne savent même pas qu'on fait partie de l'équation. Donc, on a un très fort potentiel de croissance, puis on est déjà solidement deuxième dans la région de Québec. Fait que je voulais partager ces chiffres-là. Si vous avez manqué des bouts, puis si vous voulez avoir plus de détails, plus tard ce soir, je vais mettre les chiffres, je vais rendre ça public. Mais faites attention, encore une fois, là, ce n'est pas des sondages scientifiques, c'est un sondage qui est fait par nous. Il n'y avait pas de biais, par exemple. Hein. On ne posait pas la question pour dire aux gens là, de dire des choses positives sur le Parti conservateur, puis après ça, leur demander pour qui ils votaient. Là. C'était la question directe, puis les noms alternaient, donc il n'y avait pas de préférence ni d'un bord ni de l'autre. C'était vraiment de façon très brute une question là, directe aux électeurs de la région de Québec. Donc, merci. Il y en a peut-être d'entre vous même qui ont reçu des appels. Merci à ceux et celles qui ont répondu. Donc, je veux parler ce soir de ressources naturelles, de transport, d'environnement. Ces trois enjeux qui, je pense, sont interreliés. C'est important de les mettre ensemble. On a regroupé l'ensemble des sujets là, pour la campagne au leadership en 7 grands sujets. C'est le deuxième qu'on aborde ce soir. On va aborder les 5 autres au cours des prochaines semaines. Mais comme je vous dis, c'est juste des lignes directrices. Si vous me choisissez comme chef, moi, je m'engage à mettre sur pied une équipe de gens qui vont me conseiller pour chacun de ces enjeux-là, de vous annoncer qui sont ces personnalités-là. Dans certains cas, c'est des personnalités relativement connues là, que vous connaissez bien et vous allez pouvoir donc avoir un peu plus d'informations sur elles et sur eux au cours des prochaines semaines. Mais je veux quand même donner la ligne où je loge puis où je pense qu'on doit aller comme Parti conservateur du Québec sous mon leadership. Pour ces trois enjeux-là, moi, je pense que le titre fondamental, là, c'est l'indépendance énergétique. Je pense que c'est ça qu'il faut viser en matière, puis autant au niveau du transport, des ressources naturelles que de l'environnement. Il faut recommencer au Québec à exploiter de manière exemplaire et responsable nos ressources naturelles plutôt que de dépendre de l'importation, par exemple, du pétrole ou du gaz, souvent de pays qui sont irresponsables autant en matière environnementale qu'en matière démocratique. Donc, je pense que c'est important de faire ce que nos ancêtres ont fait. Hein. Le Québec s'est développé parce qu'on a exploité de façon responsable nos richesses, nos ressources naturelles historiquement. Il faut retrouver cette volonté, ce goût de rebâtir le Québec avec la générosité de notre territoire.
Ce que ça veut dire concrètement, c'est évidemment que je suis en faveur, par exemple, de construction de pipelines. Vous ne serez pas surpris d'apprendre ça. Pour moi, le pipeline, c'est un no-brainer pour un bon chinois. C'est de loin ce qui est de plus sécuritaire quand on compare, par exemple, au bateau ou même on a vécu ce qui s'est passé à Lac-Mégantic au niveau du train. Donc, il faut, puis au niveau environnemental aussi, c'est la façon la plus environnementale et écologique donc de transporter nos ressources. Ça veut aussi dire qu'au niveau du gaz, ben, je vais appuyer le projet GNL au Saguenay sans surprise. Donc, c'est les gens là, qui veulent développer cette industrie-là, qui veulent faire croître le Québec à cet égard-là, ben, ils vont avoir un allié en moi si je suis élu à l'Assemblée nationale. Puis j'espère que tous les députés conservateurs qui vont venir avec moi vont avoir aussi la même position. Il y a l'autre élément aussi, que je pense qui est important en matière énergétique, là, c'est de ne pas dicter comme gouvernement l'évolution technologique du parc auto. Moi, je suis quelqu'un qui croit au libre marché. Le Québec, là, c'est un très petit joueur sur l'échiquier mondial dans l'industrie automobile. Ce n'est pas nous qui allons redéfinir l'industrie. C'est un peu ridicule de penser que le gouvernement du Québec peut mettre des objectifs dans 20 ans de où on sera. Moi, je pense que c'est le libre marché, c'est les développements technologiques, c'est le savoir-faire humain à grandeur de la planète qui va déterminer ça. Est-ce qu'on va se promener avec des voitures à l'hydrogène ou à l'électricité ou avec autre chose, même avec solaire dans le futur? J'en ai aucune idée. Puis les politiciens qui font croire d'autres choses, leur parole ne vaut pas plus que celle d'une tireuse de cartes, quant à moi. Là. Donc, ça, c'est une autre différence. L'autre affaire que je pense qu'il est important de dire aussi, euh, moi, je crois qu'au Québec, là, on est mûr pour dire, pour avoir un débat franc, honnête et ouvert sur plusieurs mesures dites vertes qui, au total, au final, l'impact réel que ces mesures-là ont, c'est qu'elles font transférer des emplois du Québec vers des législations qui sont moins respectueuses des règles environnementales. Puis on se pénalise à plusieurs égards. D'ailleurs, on pénalise l'environnement parce que l'environnement s'arrête malheureusement pas à nos frontières. Hein. Quand un pays pollue, peu importe où sur la planète, ça a le même impact désastreux que si c'était chez nous. Euh, mais ça a aussi, c'est évidemment, ça fait perdre des emplois de bonne qualité dans de bonnes industries. Puis ça ne nous permet pas de développer des technologies de plus en plus environnementales. Donc, je pense que ça, là, les mesures dites vertes qui favorisent la délocalisation, qui favorisent la fermeture de nos usines puis de notre production au Québec pour envoyer ça à l'étranger, il va falloir dire que c'est terminé. En tout cas, moi, il n'est pas question que j'embarque là-dedans. Je sais que les 4 partis à l'Assemblée nationale présentement représentés sont dans ces politiques-là. Moi, ce n'est pas le genre de politique qui m'intéresse. Je ne veux pas m'étendre trop sur le sujet. On va développer, comme je vous dis, une plateforme beaucoup plus élaborée au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Il va y avoir une équipe d'experts qui va m'aider, qui va m'appuyer là-dedans. Puis on va vous présenter d'autres trucs par rapport à ça. Mais je veux, parce que je sais que vous êtes nombreux, puis c'est ce que vous aimez ça quand je réponds à vos questions. Donc, je vais répondre à vos questions aujourd'hui. Je vais commencer par Jean Boisjoli qui me dit aujourd'hui, puis c'est vrai, on a 1166 cas, beaucoup moins que les autres jours. Il faut faire attention, par exemple, parce qu'il y a quand même la moitié moins de monde qui ont été testés hier qu'il y a 4-5 jours, mais quand même, ça descend, on voit clairement la tendance. Et lui, il me dit donc, ça descend, merci à François Legault. Bien, M. Boisjoli, je pense que c'est un raccourci. Il faut faire attention. D'abord, si ça avait monté, est-ce que vous auriez dit honte à François Legault, il faut que François Legault démissionne? Je pense que ce n'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Puis l'autre truc aussi, c'est que je regarde ailleurs où les règles sanitaires sont beaucoup moins sévères. Et ce que je vois, c'est qu'on observe sensiblement les mêmes courbes. Là, on voit que ça commence à descendre un peu partout, même dans les législations où ils ont des règles sanitaires beaucoup moins abusives, beaucoup moins autoritaires. Maintenant, j'ai une question qui me vient de Pierre-David Romancier qui me dit comment arriver à marier environnement et économie sans que ça se termine en divorce. Puis il y a une autre question qui va un peu dans le même sens de Sylvie Blanchette qui dit je suis de droite économique et en même temps très sensible à la cause écologique. Comment ferais-tu pour réconcilier les deux? J'aimerais savoir quelle est ta vision globale et tes objectifs en matière de protection de l'environnement, le rôle qu'aurait l'État, Deux exemples concrets de mesures que tu mettrais en branle demain matin si tu es élu. Il est grandement temps que la gauche n'ait plus le monopole du discours pro-environnement. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Sylvie. Pour moi, ça va ensemble.
il faut favoriser le développement économique, puis il faut que les Québécois soient riches si on veut être plus écologique. Regardez tous les pays dans le monde qui ont justement les moyens de se payer des mesures environnementales, d'avoir un environnement de plus en plus sain, c'est les pays les plus riches. Moi, je ne vois pas un divorce entre l'économie et l'environnement, j'y vois un mariage. Plus on est riche, plus on a les moyens d'avoir un environnement sain. Je vais vous donner un exemple très local. Là. Regardez les gens qui sont autour d'un lac où il y a des gros chalets à 300 000 $400 000. Puis regardez comment ces gens-là, l'eau, là, c'est pur. Puis regardez un endroit où c'est justement un peu à l'abandon, que c'est des terres louées ou que puis que c'est très pauvre. Vous allez voir que normalement, la qualité de l'eau là, est de beaucoup moins bonne qualité. Puis, je vais vous prendre un exemple maintenant au niveau international, au niveau des pays. Regardez la Norvège qui a exploité ses ressources pétrolières et qui continue à exporter du pétrole partout. Ben, c'est le pays le plus écologique. Hein? C'est le premier pays au monde où la moitié des voitures sont maintenant électriques. Donc, les désastres écologiques et environnementaux arrivent généralement dans des pays plus pauvres. Et il y a une bonne raison pour ça, c'est que quand tu as faim, l'environnement, ça passe en deuxième. Hein. Dans l'échelle, là, la priorité, c'est de te nourrir, c'est d'avoir un minimum d'envie. Puis quand tu es rendu à t'intéresser à la qualité de l'eau, de l'air, de la terre autour de toi, ben, c'est parce que tu as les moyens justement d'en prendre soin. Il faut d'abord prendre soin de soi pour ensuite prendre soin de l'environnement. Il y a quelqu'un d'autre, bon, François Dubar, qui me demande tes solutions pour faire respecter l'accord de Paris. Puis il y a un autre, Kevin Nir, qui me dit est-ce qu'une subvention sur les panneaux solaires serait envisagée par ton parti afin de baisser la facture des Québécois en électricité et permettre à Hydro-Québec d'exporter plus? D'abord, si on exportait notre électricité qui est produite par nos panneaux solaires, ça voudrait dire qu'on payerait pour vendre de l'énergie. Parce que faut que vous compreniez que le coût qu'on vend l'électricité aux Américains, c'est inférieur au coût que l'énergie solaire nous coûte présentement. Donc, je pense que là-dessus, il faut faire attention. Là, il y a peut-être un mauvais calcul à faire. Le bilan des émissions de CO2 au Québec, là, il est très bon. Puis ça, c'est entre autres à cause de notre hydroélectricité. Là, si vous nous comparez, par exemple, justement à des provinces ou à des États qui exploitent le pétrole plus que l'hydroélectricité, vous allez voir que leurs émissions de CO2 sont beaucoup plus élevées que les nôtres. Donc, on n'a pas nécessairement des efforts extraordinaires à faire pour réduire nos émissions de gaz ou de CO2. On va peut-être laisser les autres nous rattraper d'abord, puis on a peut-être du chemin à parcourir de ce côté-là avant de commencer à vouloir faire payer le contribuable québécois, qui est déjà, je vous le rappelle, parmi les plus pauvres du continent. J'ai toujours trouvé ça absolument bizarre que le Québec est celui qui impose une taxation la plus sévère sur les ressources à ses citoyens, alors qu'on est parmi les plus pauvres. On est les avant-derniers ou à peu près sur les 50, 60 États et provinces en Amérique. Puis on est les premiers ou deuxièmes en matière de taxation au niveau de l'énergie. Il y a un déséquilibre qui m'apparaît assez évident. Claude Saint-Jacques me pose une question. Bonjour Éric, ma question concerne le prix du gaz. Comment ça qui n'arrête pas de monter? Oui, j'ai remarqué ça, je suis allé gazer après-midi, ça m'a coûté, je pense, c'est 1,17,9. Je ne sais pas dans quelle région du Québec vous êtes, pas à combien il est présentement, là, mais je pense que ça, c'est. Puis on l'a toujours remarqué, hein, à chaque fois qu'on part du Québec, on s'en va aux États-Unis ou même en Ontario, on voit toujours que le prix du gaz chez nos voisins est beaucoup moins cher qu'ici. Puis ça, c'est pas parce que les pétrolières sont plus gourmandes puis qu'ils n'aiment pas les Québécois ou ils n'aiment pas les francophones, là. C'est parce que notre gouvernement est plus gourmand qu'ailleurs. On a des taxes notamment sur le carbone à 4 cents le litre. Dans la région de Montréal, c'est encore pire. Hein, il y a une taxe sur le transport en commun. Il y a beaucoup de taxes, puis il y a des taxes sur la taxe sur la taxe. Hein. Il y a des taxes qui sont taxées 3 fois sur l'essence, ce qui fait qu'on paye beaucoup plus cher que nos voisins. Et tu sais, c'est pas vrai que oui, les gens disent ah ben on va consommer moins de pétrole. C'est pas ça qui arrive. C'est plus on charge cher pour l'essence, plus on appauvrit le monde. Parce que c'est pas juste dans l'essence qu'on paye quand on va remplir notre char. On paye sur tout ce qu'on consomme. Parce qu'évidemment, tout se promène, puis tout, ça a un impact sur absolument tous les biens de consommation. Fait que c'est quand plus un État charge cher pour son essence, évidemment, forcément, moins la population en a pour son argent. Rémi Vincent, me pose la question. Que pensez-vous de l'engagement de la Coalition Avenir Québec qui veut interdire toute vente de véhicules neufs à essence d'ici 2035? Pourquoi ne pas laisser le libre marché décider du sort des véhicules à essence
Personne n'a déposé de loi interdisant la vente de magnétoscopes VHS et pourtant, ben oui, pourtant ils ont disparu, puis le gouvernement n'a pas besoin de nous dire en telle année, on va abolir ou interdire la vente de magnétoscopes VHS ou de bêta, même les plus vieux vont se souvenir de quoi je parle. Ça s'est fait tout seul. Puis pour l'essence, si jamais les voitures à essence ont effectivement à disparaître en 2035, ils n'ont pas besoin de François Legault pour y dire comment ça fonctionne. Je veux dire, ça va se faire, puis c'est pas le Québec qui va décider, c'est l'ensemble des consommateurs, de milliards de personnes partout sur la planète qui vont décider de ça. Il y a des gens d'ailleurs qui me disent qu'il y a quelqu'un qui m'écrit là, que je me contredis parce que j'ai déjà fait une pub pour une voiture hybride de Mitsubishi. C'est vrai, le PHEV de Mitsubishi. Puis, écoutez, moi, j'ai rien, absolument rien contre les entreprises qui développent des nouvelles technologies puis qui réussissent à faire économiser de l'argent des gens. Puis, pour certaines personnes, encore là, les voitures électriques, allez voir des vendeurs de chars, ils sont pas mal mieux que moi pour vous conseiller en la matière. Mais dépendamment de vos besoins, dépendamment du nombre de kilomètres que vous faites, dépendamment, il y a toutes sortes de possibilités aujourd'hui, puis il va en avoir de plus en plus dans l'avenir. Mais ce n'est pas un gouvernement de vous dicter ça. C'est à vous, en tant que consommateur, de prendre une décision. Puis le gouvernement n'est pas là pour vous subventionner, pour orienter vos choix non plus. C'est vraiment, c'est une décision très personnelle de choisir un type de véhicule plutôt qu'un autre. Puis on a vu, hein, c'est pas vrai que ça aide nécessairement les plus pauvres. Vous avez vu, là, c'est des voitures très chères, souvent, les voitures avec les nouvelles technologies. Puis c'est normal, toutes les nouvelles technologies sont toujours plus chères au départ. Puis c'est juste les riches qui peuvent se payer. Puis ultimement, tout le monde peut se le payer. Il a été ma mère, mon père me racontait qu'à l'époque, c'était comme ça avec les télés. Hein. Il y avait juste les riches dans le village qui avaient la chance d'avoir la grosse télé. Puis tous les enfants du village, il fallait qu'ils se mettent amis avec cette famille-là pour essayer d'aller regarder la game d'hockey le samedi soir. Puis tranquillement, parce que ces gens-là ont payé pour la recherche, pour la technologie. Mais à un moment donné, il y a eu une production de masse, puis tout le monde a eu accès aux télés. Une génération plus tard, ça a été les micro-ondes. Après ça a été les ordinateurs. Même les téléphones. C'est toujours comme ça. C'est toujours les riches qui payent au début plus cher. Puis à un moment donné, ça devient plus abordable. Mais c'est surtout pas le gouvernement avec ses subventions qui, malheureusement, finissent souvent par des fiascos qu'on va régler ça. Donc, Paul Duplanty, maintenant, qui me pose la question. Que comptez-vous faire pour corriger le système de santé, sa bureaucratie, des programmes sociaux tout azimut, des garderies d'État, des congés parentaux, pour la relance économique après la pandémie? Ne soyez pas vendeur d'auto, dites-nous votre vraie pensée. Bien, je vais vous dire mieux que ça, Paul. La semaine passée, j'ai fait un Facebook Live comme on fait ce soir, spécifiquement sur la santé. Je vous invite à aller le voir. J'invite aussi ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre infolette à le faire. Je vous envoie d'avance les sujets, je vous donne les orientations d'où on s'en va. Vous pouvez aller sur la page ericduhem.québec, vous abonner, puis vous allez tout avoir ça. Mais Paul, j'ai répondu à ça. Puis si vous prenez 5 minutes, vous allez pouvoir aller regarder ça. Quelle est ton opinion sur le projet GNL? C'est ça, je l'ai donné. Là, je vous ai dit que je suis favorable à ce projet-là. Pierre-Yves Belair me dit: que pensez-vous de la proposition de Québec solidaire concernant un genre de taxe COVID ou celle semblable de Mitch Garber, un très vilain gauchiste? Quand on sait qu'environ 40 milliardaires au Canada ont engrangé 63 milliards de dollars en moins d'un an. C'est vrai, là, les multimilliardaires au Canada se sont enrichis pendant la crise sanitaire. Puis il me finit en me disant: un peu d'effort collectif et de solidarité de leur part serait apprécié. Bien, Pierre-Yves, moi, je ne pense pas que c'est avec des taxes qu'on enrichit un État. Moi, je pense que c'est en laissant les gens libres. La raison pourquoi les plus pauvres se sont appauvris dans la crise actuelle, c'est parce que le gouvernement les a empêchés notamment de travailler. Et vous faites un parallèle, là, vous parlez de Mitch Garber, puis vous faites une blague en disant, là, j'imagine que c'est un vilain gauchiste avec bien des points d'interrogation. Bien, je veux vous dire que c'est possible. Puis je veux vous dire qu'il y a beaucoup de milliardaires qui sont très à gauche. Puis il faut arrêter de penser, là, je sais que c'est un mythe, ça, qu'il faut déconstruire. Là. C'est pas parce qu'on est de droite qu'on est riche ou inversement qu'on est de gauche qu'on est pauvre. Au contraire, il y a beaucoup de gens que l'État les subventionne énormément, les subventions aux entreprises. Hein. Il y a beaucoup plus d'entreprises que d'individus là, qui ont du temps à faire, à remplir des formulaires, des papiers gouvernementaux, des formulaires pour essayer d'avoir accès à des subventions. Puis on les voit des milliardaires, là, puis on voit des millionnaires qui vivent de subventions mamelles de l'État, puis on le sait que c'est des gens très aisés. Là. Alexandre Taillefer, c'est pas un pauvre, là. Et puis il vit aux mamelles de l'État, ça fait très longtemps. Fait que moi, je me bats pas pour les riches, je me bats pour la liberté du monde, pour que les travailleurs puissent avoir accès aux fruits de leur travail. Et pour ça, il faut leur donner plus de liberté
pas plus de taxes. Puis les taxes, là, ça part toujours d'une belle intention, puis ça a toujours l'air bien noble quand un politicien nous le dit, là. Mais en réalité, quand on regarde les effets pervers de ces taxes-là, celui qui est puni généralement, plus souvent qu'autrement, c'est le plus faible. C'est lui que c'est le plus facile d'aller soutirer de l'argent. Et j'ai bien peur, malheureusement, que c'est comme ça que ça va finir avec la taxe de Québec solidaire, taxe COVID, si jamais quelqu'un va de l'avant dans ce sens-là. Bon, à toutes les semaines, il y a toujours un troll du soir, puis je sais que vous aimez ça, parler du troll, puis là, je sais que vous êtes nombreux, les trolls, à être devant votre ordinateur, puis espérer que vous êtes le troll de la soirée. Bien, ce soir, notre troll du jour, c'est Kev Lamotte. Kev, puis là, c'est pas péjoratif, les trolls. Là. Moi, je ris de vous autres, là, mais c'est pas... j'ai rien contre vous autres, là, c'est bien correct. Vous avez besoin de l'attention, puis je vous en donne, puis je suis content de vous en donner, puis je trouve ça drôle, puis sympathique de vous jaser. Puis pour moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé tantôt, c'est quoi ta définition d'un troll? Pour moi, un troll, ça a plusieurs caractéristiques. C'est des gens qui vont argumenter avec des insultes, mais pas d'arguments. Puis c'est des gens souvent qui vont avoir des faux comptes, là, dans le sens où ça va être un faux nom avec une fausse photo. Pour moi, je pense que ça, une ou plusieurs de ces caractéristiques-là, là, ça fait d'eux des trolls. Donc, la question de Kev, c'est occasion, finalement, avez-vous statué, toi et Sophie Durocher, sur qui avait les followers les plus stupides? Ah oui, parce que ça fait partie d'un échange entre moi et Sophie, parce que j'ai été invité au souper avec elle, Richard Martineau et Mathieu Bock-Côté. Le podcast était disponible sur Cube Radio la semaine passée. Écoutez, les plus stupides... D'abord, là, Sophie Durocher, là, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Richard Martineau aussi, Mathieu Bock-Côté aussi, Mario Dumont aussi. Il y a plein de monde que j'apprécie beaucoup dans les médias, puis qui n'ont pas nécessairement, en fait, pas du tout, même présentement, les mêmes opinions que moi sur la crise sanitaire. Puis c'est bien correct. Euh, moi, ce que j'aime dans le débat, c'est justement qu'on puisse amener des arguments, puis qu'on contre-argumente, puis que le public qui écoute ça, ben, il se fait une tête à partir de deux opinions différentes. Je sais que l'insulte vient rapidement. Puis sur les réseaux sociaux, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais puis je plaide coupable, là, moi aussi, des fois, puis c'est normal. Tu sais, des fois, là, on est devant l'ordinateur, puis il y a quelque chose, on lit quelque chose, puis ça nous pince au cœur, puis on a le goût de répliquer, puis on a le goût d'envoyer promener à personne. Puis ça m'est arrivé. Puis je le regrette des fois. Des fois, je les efface après parce que je me dis, bon, ça n'a pas d'allure que je viens d'écrire là. Puis je sais qu'il y en a des fois aussi pire que ça. Il y en a de temps en temps que le soir, en fin de soirée, comment est-ce qu'ils appellent ça? Là, les drunk tweets, là, c'est pas toujours bon non plus. Mais ce que je veux vous dire, là, c'est que on n'a pas besoin de s'insulter pour argumenter. Puis on doit essayer de, même si c'est nos pulsions naturelles, souvent, il faut essayer de réduire ça. Puis c'est pas en traitant les autres de caves puis de stupides qu'on fait avancer le débat puis qu'on fait avancer nos idées. Souvent, on les discrédite bien plus qu'on les aide. OK, Michel Landry me demande, que penses-tu du registre québécois des armes à feu? Ben Michel, je l'ai dit souvent, je vais le répéter ce soir. J'ai toujours été opposé à un registre des armes à feu. Je trouve que c'est une fausse solution à un réel problème qui est la violence, qui est la détresse psychologique, qui est toutes sortes de problèmes sociaux qu'on a. Et j'ai toujours trouvé que c'était très facile et contre-productif de s'attaquer aux chasseurs honnêtes, à nos agriculteurs, à des gens des gens qui aiment ça, qui tirent, là, c'est leur loisir. Je trouve toujours ça un peu bizarre, puis c'est pas, moi, je n'ai pas l'intention d'aller dans ce sens-là. Je vais faire bande à part parce que là-dessus aussi, hein, les quatre partis sont tous d'accord à l'Assemblée nationale, mais moi, ils ne me compteront pas parmi eux, ça, c'est certain. D'ailleurs, je me souviens, j'avais travaillé avec Sylvie Roy quand elle avait déposé la pétition contre le registre des armes à feu. Je me souviens qu'il n'y avait aucun député des partis qui voulait la déposer. Et il a fallu, quand elle est devenue députée indépendante, là, elle a eu le courage, puis elle n'avait plus la ligne de parti, là, puis elle a pu la déposer, puis je l'avais aidée dans ce sens-là, puis j'étais très fier de ce qu'elle avait fait. La députée de Lobinière, là, ceux qui se souviennent de l'ADQ et qui était à la CAQ et qui a fini indépendante, qui est décédée malheureusement aujourd'hui. Danny Veillette nous écrit service de transport en commun avec le télétravail. Où en est ton approche par rapport à ce sujet? D'abord, là, je vais peut-être en surprendre ou en décevoir quelques-uns, mais moi, je ne suis pas contre le transport en commun philosophiquement parlant, mais je suis contre les structures ruineuses comme celle, par exemple, du tramway que le maire de Québec, Régis Labombe, n'arrête pas de pousser. Euh, le transport en commun s'en prend. Là. Tout le monde profite du transport en commun. Là. Même les automobilistes, il n'y a, pas de guerre entre les automobilistes et le transport en commun, les gens qui utilisent le transport en commun. Au contraire, si demain matin, les automobilistes qui n'aiment pas le transport en commun, tout le monde arrêtait de faire le transport en commun, puis tout le monde s'achetait un char, vous seriez encore plus dans le trafic. Donc,
on a tous intérêt à ce qu'il y ait un transport en commun efficace. Maintenant, je me pose beaucoup de questions sur la structure, sur la gestion du transport en commun, sur les coûts du transport en commun, autant pour les contribuables, pour les villes, pour les automobilistes, que même les usagers. Ici à Québec, là, je ne sais pas dans votre coin de Québec comment ça fonctionne, là, mais ici à Québec, là, ça coûte 3,5 piastres un aller simple. Ça veut dire un aller-retour, c'est 7 piastres. Si tu es avec ton chum ou ta blonde, tu es rendu à 14 piastres. Faut que tu ailles loin en maudit pour pas que ça soit moins cher d'y aller en Uber là. Ou en taxi. Fait que, un moment donné, il va falloir qu'on revoie ça. Moi, je pense que l'aspect des coûts du transport en commun, c'est une des barrières. Et mais vous avez un autre point aussi, Dani. Il va falloir voir aussi combien de gens vont continuer à faire du télétravail après la crise. Combien de gens vont continuer à travailler à la maison? Est-ce qu'on va encore avoir les mêmes problèmes de congestion routière à Montréal puis à Québec qu'on avait avant? Je ne sais pas. Puis il n'y a personne, en fait, qui peut répondre à ça parce qu'il est encore trop tôt. On n'est même pas encore sorti de la crise pour pouvoir répondre à ce genre de questions-là. Sébastien Vézina me pose la question. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement ou un futur gouvernement du même, j'aime ça quand ils disent ça, de simplement ignorer les lobbies d'envers d'or et de finalement aller de l'avant avec l'exploitation de nos ressources naturelles avant qu'il ne soit trop tard? Bien, il n'y a rien qui empêche un gouvernement d'aller de l'avant avec des projets de développement au niveau de nos ressources naturelles. Ça prend de la volonté politique, ce qui manque lamentablement aux quatre partis actuellement. Moi, je suis de ceux qui pensent que produire localement, je vous l'ai dit tantôt, on va être capable d'avoir des normes environnementales supérieures au pays d'où on importe nos ressources. Présentement, là, avec le pétrole qu'on achète, quand ce n'est pas du pétrole canadien, ben, on finance souvent des régimes corrompus, des régimes douteux, avec des pratiques environnementales encore plus douteuses. Et je crois qu'on serait beaucoup mieux servi par nous-mêmes. Daniel Beaunoyer me demande, moi, j'aimerais savoir ce que tu ferais pour le prix des plaques pour les motocyclistes avant que ce loisir n'existe plus. Daniel, j'ai parlé à Jay, là, je ne sais pas si Jay nous écoute ce soir, mais j'ai toujours été un défenseur des motocyclistes, même si personnellement, j'en suis pas un adepte. Là, je fais de la moto un peu, là, mais je suis pas, j'ai pas de moto, puis je pratique pas ça, là, ce loisir-là. Mais j'ai toujours trouvé ça aberrant que le gouvernement vous charge 2 fois que vos plaques, entre autres. Vous ne vous promenez pas en moto et en auto en même temps. D'habitude, vous utilisez la route un véhicule à la fois. Là, et le gouvernement Legault, quand la CAQ était dans l'opposition, vous a fait des promesses. Puis je m'en souviens, j'étais même à des rassemblements de motocyclistes, puis j'étais avec des caquistes qui disaient que ça n'avait pas de bon sens, puis que c'était rendu un loisir de riches. C'est pas normal. Là. Il y a quelque chose qui symbolise un peu la liberté. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup des motocyclistes. Puis c'est pas normal on soit en train d'empêcher les gens à faible revenu de pouvoir pratiquer ça, de pouvoir s'acheter une moto et de se promener sur les routes du Québec. C'est vraiment aberrant. Puis, j'achète pas du tout les arguments de la Société de l'assurance automobile du Québec par rapport aux risques que vous représentez. Là. Leurs chiffres ne tiennent pas la route. Donc, c'est clair que ça, le gouvernement n'a pas livré. Puis, il va falloir là-dessus revenir à la charge parce que les motocyclistes du Québec, quant à moi, ont été trahis par François Legault et son ministre des Transports, François Bonnardel. Boswell Routier m'écrit: est-ce qu'avoir des référendums pour les dossiers importants est une option envisagée dans votre programme? Ça serait le fun de redonner un peu de pouvoir au peuple. Boswell, j'imagine que c'est votre vrai nom, ça. D'abord, moi, je vais vous dire que je suis ouvert à ça. Hein. Plus de démocratie, c'est jamais mauvais. Je sais qu'il y a déjà des propositions qui vont dans ce sens-là au niveau du Parti conservateur du Québec. Il y a toutes sortes de possibilités là, au niveau des référendums dont vous parlez, là, que les citoyens puissent avoir un vote direct sur certains enjeux. J'ai toujours été favorable à ça. Mais il faut que ça soit évidemment encadré. On ne peut pas voter à tous les jours sur 56 000 affaires. Là. Mais moi, j'ai une grande ouverture là-dessus, puis j'ai hâte d'en parler aux militants parce qu'évidemment, tu ne commences pas à adopter des mesures favorables à plus de démocratie en les imposant à ton propre parti. Fait qu'on va faire ça de façon démocratique à l'intérieur du parti. Je suis live pour de vrai. Bonjour, Martin Hill. Il dit que tu n'es pas live pour de vrai. Comment ça, je suis pas live pour de vrai? Martin, tu vois-tu que je suis live, là? OK. Samuel Turcotte me dit: Éric, est-ce que tu vas encore utiliser le terme envers d'art comme tu dénonces celui de touriste tata?
OK, je comprends très bien votre question, Samuel. Puis c'est vrai que j'ai utilisé le mot envers. Je pense qu'il y a même un de mes livres où j'en parle et je le mentionne. Pour moi, un envers, c'est pas quelqu'un qui se soucie de l'environnement. Je pense qu'on se soucie tous de l'environnement. On fait tous du recyclage. On veut tous que la qualité de nos lacs, de nos rivières soit meilleure. On veut tous que l'air qu'on respire soit plus pur. Moi, ce que j'aime pas, pour moi, un envers, c'est quelqu'un qui détourne la cause. Et j'ai l'impression que depuis très longtemps, on nous appelle, les Anglais appellent ça les melons d'eau, c'est-à-dire que des gens qui, sous un extérieur, une façade verte, quand on regarde à l'intérieur, c'est rouge. C'est des gauchistes assez radicaux, merci, qui sont en guerre contre l'automobile, qui sont en guerre contre le capitalisme et qui utilisent la cause environnementale pour faire augmenter la taille de l'État, comme certains sont en train présentement de tenter d'utiliser la crise sanitaire puis la COVID-19 pour essayer de faire augmenter la taille de l'État. Moi, je trouve ça épouvantable, ça, et je les traite d'envers. Mais vous avez peut-être raison. Peut-être qu'il faudrait que je trouve un nouveau mot, puis que maintenant que je suis plus un commentateur de radio, que je suis un politicien, il va peut-être falloir que je m'ajuste, que le mot envers, je l'utilise moins souvent. Mais c'est pas pour les gens qui se soucient de l'environnement, parce que je pense que tout le monde se soucie de la qualité de l'environnement. Éric Gagnon me pose une question. Il veut savoir, sachant qu'il y a eu beaucoup de voteurs qui se sont abstenus de voter en 2018, il y a plus de gens qui se sont abstenus, en fait, que de gens qui ont voté pour la CAQ. Qu'allez-vous faire pour tenter d'aller chercher le vote de ces non-votants? Puis j'ai quelqu'un aussi qui m'a dit tantôt, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que sinon, moi, je veux m'abstenir. Puis comment tu peux me convaincre de ne pas m'abstenir? Puis il y a beaucoup de gens qui me parlent de l'abstention. D'abord, je veux juste faire la distinction entre les gens qui vont voter, qui se présentent dans un bureau de scrutin le jour du vote et qui annulent leur vote. Là. Soit qu'ils mettent des X à côté de tous les votes ou qu'ils n'en mettent pas pantoute ou qu'ils en mettent deux ou qu'ils font juste un gros barbeau sur leur bulletin de vote puis qu'ils le mettent dans l'urne puis qu'on les compte comme des bulletins rejetés. Pour ça, c'est des votes, on appelle ça vote blanc. Là, c'est pas, puis là, j'espère que j'aurai pas de. Je me ferai pas traiter de raciste là, comme Michel Blanc a fait quand elle a dit qu'il fallait voter blanc. Mais ça, c'est un vote blanc, OK? Mais il y a une différence entre ça, puis même pas prendre la peine de se déplacer le jour du vote, puis de penser qu'on a une moralité supérieure parce qu'on ne s'est pas contaminé à aller voter. Moi, je pense que les absents ont toujours tort. J'ai eu la chance de voir des gens, vous savez, j'ai travaillé en Irak pendant la guerre. J'ai eu la chance de voir des gens qui, pour la première fois de leur vie, là, des pères de famille là, très âgés, qui, pour la première fois de leur vie, allaient voter, puis sortaient du bureau de scrutin en pleurant. Puis c'était comme une nouvelle forme de liberté retrouvée pour eux. Puis j'ai l'impression qu'au Québec, parce qu'on est tellement né là-dedans, puis on est tellement dans une démocratie ancienne, qu'on prend peut-être pas la mesure, puis on la chérit peut-être pas autant notre démocratie qu'on devrait. Puis ça explique peut-être aussi pourquoi présentement on est en train de perdre des droits démocratiques comme jamais dans notre histoire, puis qu'il y a malheureusement peut-être pas assez de monde qui réagit. On prend peut-être ça, on tient ça pour acquis. Et moi, ça me peine de voir ça. Et tantôt, je vous ai parlé aussi des votes, là, que la CAQ était très en avance, puis que ça pouvait s'expliquer aussi par le fait que c'était les gens plus âgés, beaucoup, qui avaient plus répondu au sondage. Puis malheureusement, les élections, c'est souvent comme ça. Hein. J'ai écrit un livre, L'État contre les jeunes, puis les jeunes sont en partie là-dessus responsables de leur malheur, dans le sens où les gens âgés, ils vont voter. Là. Je pense que c'est 92-93% des gens âgés qui vont voter. Puis les jeunes, ben, ils ne se présentent pas, puis les gens plus actifs, ils ne vont pas. Ben, vous vous privez de votre droit. Puis aller voter, là, c'est d'exprimer notre opinion. C'est pas. Puis faites-le pas pour moi, faites-le pas pour le Parti conservateur, faites-le pas pour la fille parce que vous la trouvez cute qui se présente dans votre quartier, sa pancarte. Quand vous allez voter, là, faites-le pour vous. Faites-le pour vos convictions, vos idées, votre opinion. Que vous votiez pour moi ou pas, c'est pas important. Faites-le pour vous. Puis c'est pas une faveur que vous me faites à moi ou à un autre politicien. C'est une faveur que vous faites à vous en vous exprimant, en vous assurant que vos idées sont représentées, sont mieux représentées à l'Assemblée nationale. Fait que c'est un peu le sens. Je vais finir par un plaidoyer en faveur de la démocratie parce que surtout que présentement, j'ai peut-être l'impression que la crise sanitaire, au-delà de notre système de santé et de notre économie, là, qu'est-ce que ça met en lumière aussi, c'est nos libertés fondamentales, notamment nos libertés démocratiques, nos droits démocratiques au Québec qui sont menacés. Puis c'est une des choses
qui m'inquiète. C'est une des raisons pourquoi je me présente en politique, justement parce que je veux aller voter aux élections. Puis j'étais rendu qu'il n'y avait plus d'options sur la table qui m'intéressent. Puis je regarde les militants, puis les gens qui ont pris leur carte de membre, les milliers de Québécois au cours des dernières semaines qui ont adhéré au Parti conservateur du Québec, bien, ils l'ont fait parce qu'eux aussi étaient rendus qu'il n'y avait plus d'options. Puis au lieu de s'abstenir à la prochaine élection, puis au lieu de ne pas aller voter, bien, on est en train de construire une option pour pouvoir avoir une voix, pour que nos idées soient représentées, soient exprimées. Puis le pourcentage, à la limite, là, puis le nombre de députés, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est que le Parlement, le prochain Parlement, va mieux refléter le Québec. Parce que présentement, il y a beaucoup, beaucoup de Québécois comme nous qui sommes totalement orphelins devant les 4 partis qui sont en faveur d'un monopole public sur la santé, les 4 partis qui appuient les mesures sanitaires abusives. Ça prend, on veut être représenté, on veut une voix au chapitre, puis c'est ça, vivre en démocratie. Puis, dépendamment de qui les gens vont choisir, ben après ça, on va se rallier tout le monde pendant 4 ans. Puis, mais on va avoir au moins des gens qui, sur la place publique, vont exprimer nos opinions, nos préférences. C'est déjà tout pour ce soir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été encore une fois très nombreux. C'est toujours un plaisir de vous jaser. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, continuez à envoyer des questions. Hein. Je lis même les commentaires après. Puis pour ceux qui ont manqué le sondage au début, là, quand j'ai donné tous les résultats du sondage, je vais le mettre en ligne là, dans quelques minutes sur ma page Facebook. Vous allez pouvoir aller voir ça. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne fin de soirée. Ciao.